Bonjour Isabelle, Bonjour. pouvez-vous vous présenter succinctement? Je m'appelle Isabelle Césional, je suis auteure et avant ça j'ai un parcours scientifique. J'ai un doctorat de maths et j'ai fait une carrière dans une multinationale. Voilà, je suis arrivée à l'écriture il y a 7 ans à peu près, environ. Donc vous êtes romancière actuellement. Voilà, aujourd'hui j'écris des romans. J'ai commencé par un livre autobiographique, j'avais quelque chose à dire, il fallait absolument que je parle et maintenant j'écris des romans. Combien de romans avez-vous écrit? Donc, un livre autobiographique, 3 romans publiés, et aujourd'hui j'ai démarré l'écriture d'un cinquième, voilà. Isabelle, vous avez été victime d'inceste et vous avez décidé de prendre la plume sous forme de roman. De roman. Pourquoi? Alors, je n'ai pas écrit un roman. La première fois, ça a été ma vie. J'ai raconté ma vie. J'ai écrit un livre totalement autobiographique. J'ai eu le besoin, pour continuer à vivre, d'écrire mon histoire, de raconter, de rompre le silence. Donc j'ai publié un livre en mon nom, sur ce que j'avais vécu dans mon enfance. Et de quoi parlent les autres livres écrits sont des romans? Mais ensuite, j'ai mis en scène une héroïne, j'ai pris de la distance par rapport à mon histoire, donc j'ai mis en scène une héroïne, bien sûr inspirée de ce que j'avais vécu aussi, mais j'ai pu, grâce à l'écriture et au roman, j'ai pu faire passer des messages pour montrer aux gens comment on peut se sortir d'une expérience aussi dramatique. Donc mes livres sont des livres d'espoir. Et ces livres vous ont permis de vous en sortir? Bon, je ne sais pas si c'est l'écriture qui m'a permis d'en sortir, libération de la parole, la thérapie, mais en tout cas, ça a marché petit à petit, effectivement. De parler du bonheur de l'héroïne m'a fait accéder au bonheur aussi. Pourquoi? C'était une introspection, une quête à travers la quête du bonheur de votre héroïne? Est-ce que c'était votre propre quête? Je ne sais pas, c'est inconscient certainement, mais j'ai toujours eu en moi l'envie de vivre, la force de vivre, la force l'envie d'être heureuse. Je l'ai toujours eu en moi, même malgré les difficultés. Donc je me suis battue, mais je ne me battais pas j'avais pas la clé pour en fait arriver au bonheur. Pour arriver au bonheur, il fallait à tout prix que je dise ce qui s'était passé dans ma vie, que je sorte tout cela de moi, qu'en fait je reprenne à moi tout ce que j'avais vécu, que j'arrête de vivre dans une carapace, derrière une carapace. Je baisse les armes, je les dépose et qu'enfin je puisse être heureuse. Et ce que vous dites là, c'est comment dire, c'est la construction du parcours de votre héroïne qui vous a permis de vivre tout cela? Non, je ne crois pas. Je pense qu'il y a comme un ping-pong entre l'héroïne et moi. C'est moi qui ai envie de donner ça à l'héroïne et l'héroïne me rend en fait ce que je lui donne. Donc c'est vraiment un jeu entre elle et moi qui s'est produit et qui a fait que petit à petit vous êtes pris dans un cercle vertueux et vous arrivez à vous en sortir, certainement. Et puis c'est l'aide de la thérapie qui m'a donné les clés au fur et à mesure. Vous connaissez, et je crois que vous participez vous-même activement au mouvement #MeToo. Que pouvez-vous nous en dire? Qu'est-ce que c'est que ce... C'est un mouvement de libération de la parole. MeToo, hein, moi aussi. Donc voilà, c'est pour encourager les victimes, les anciennes victimes, de parler, de se libérer de ce poids qu'elles portent sur elles toute leur vie. Donc c'est pour montrer qu'on peut le faire. C'est pour ça que je suis novatrice, parce que j'ai parlé de ma vie avant MeToo quand même, avant le #MeToo. Donc libérer la parole, même si je n'avais pas le droit, puisque j'avais pas le droit. Légalement, je n'avais pas le droit, puisqu'il y avait prescription. Donc je ne pouvais pas parler d'un crime qui est prescrit.
je l'ai fait. Voilà. Et qu'est-ce que ça a donné? J'étais quand même condamnée, mais bon. Mais pour atteinte à la vie privée, c'est tout. Voilà. Non, mais ça m'est égal. Mais ça rentrait dans les détails. Vous tardez, vous m'étonnez en me disant ça. Vous êtes victime et c'est vous qui êtes condamné. Ça rentrait dans les détails. Qu'est-ce que c'est que, non, mais parce que si je peux me permettre, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais non, j'ai pas été condamnée sur le crime que j'ai dénoncé. Celui-ci, on n'en a pas parlé, puisqu'il est prescrit. Mais le fait que j'écrive ma vie a fait que forcément j'ai atteint j'ai forcément atteint à la vie privée des gens dont je parle. Voilà. Donc j'ai été condamnée pour ça. Quand vous racontez votre vie, et surtout quand il y a des trucs pas très bien, forcément vous êtes en dehors de la loi, hein, vous n'avez pas le droit de faire ça. Il aurait fallu avoir un jugement et alors vous pouvez parler. C'est comme ça la loi. Le problème c'est que moi dans mon cas, il y avait prescription 10 ans après les faits. C'est même pas après la majorité, 10 ans après les faits. Donc pour une mineure, elle est pas majeure qu'il y a prescription pratiquement. Donc c'est même pas la peine, quoi. Permettez-moi cette question terrible, mais pourquoi alors avoir attendu 10 ans ou avoir... Non, moi c'est 50 ans que j'ai attendu. J'ai attendu 50 ans avant d'en parler. Donc je comprends les victimes qui mettent des années pour parler. C'est pas que je me rappelais pas, hein. Je n'étais pas amnésique de ce qui s'est passé. Non. C'est possible d'avoir le traumatisme peut rendre amnésique. Ce n'était pas mon cas, je savais très bien ce qui s'était passé. Mais comment aller contre une institution comme la famille? Il faut le faire, d'aller dénoncer les membres de sa famille. Comme aujourd'hui, on voit qu'il est très difficile d'aller dénoncer des membres, des prêtres dans l'Église. Toute personne qui a un ascendant sur vous a un tel pouvoir que vous avez un mal fou, allez le dénoncer, c'est évident. Vous êtes la personne responsable, la personne qui va détruire l'institution. Ça, c'est vraiment pas beau, hein. Donc vous portez le poids de tout ça et vous n'osez pas aller contre eux. Vous n'osez pas aller faire du mal aux autres. Vous gardez ça pour vous. Et puis c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, je vais y arriver quand même, c'est pas grave. J'ai construit ma vie comme ça. Je l'ai quand même construite, hein. Je suis arrivée à construire. Mais on ne bâtit pas sur du sable, hein. Un jour ou l'autre, tout s'écroule. Ça, c'est clair. Voilà. Donc c'est ce qui m'est arrivé. Tout s'écroule pour se rebâtir sur de bonnes fondations. Eh ben, il faut essayer. C'est comme les victimes d'un tsunami. Voilà, quand vous perdez tout, c'est pas évident. Hein. 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans d'une vie, c'est pas évident de vous dire je vais reconstruire. Mais bon, je montre qu'on peut y arriver quand même. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous évoque le mot sexualité? Mieux. C'est sûr. Écoutez, aujourd'hui, je pense que quand même, ça va être du plaisir, hein, voilà. Je suis une femme, voilà. Et je suis contente d'être une femme. Et j'aime les hommes aussi, il n'y a pas de problème. Dans un tout autre domaine, que vous évoque le mot spiritualité? Spiritualité, pour moi, c'est Dieu, c'est la croyance. Voilà. Vous avez un ami imaginaire, vous croyez en Dieu, vous croyez en quelque chose qui vous... J'ai pas d'éducation religieuse du tout, donc ça je connais pas. Par contre, j'avais toujours l'impression qu'il y avait quelque chose de supérieur, de différent, pour régler l'ordre des choses quand même, pour nous sauver quand même. Voilà. Est-ce que à travers votre parcours, cette croyance, ça a pu vous j'étais aider? petite, oui, c'était bien. J'aimais bien. J'aimais bien parler un petit peu à quelqu'un d'autre comme ça, voilà, oui. J'avais mes mathématiques et puis je discutais aussi la nuit un petit peu avec quelqu'un d'autre. Voilà.
Justement, je crois savoir que vous aimez les excursions en montagne. Pouvez-vous nous dire pourquoi? Pourquoi Moi, cette passion de la montagne? j'adore marcher. Je crois que je suis vraiment connectée avec la terre. Même si je suis née au bord de la mer, je crois que c'est la terre, mon élément. Voilà. Donc j'aime marcher. D'abord, il y a l'effort physique, donc ça me plaît. D'endurance sur plusieurs heures. Ça délivre des hormones certainement. Voilà, j'ai entendu ça. Et donc ça fait plaisir, ça fait du bien. Et puis, il y a la nature qui est encore très belle. Lorsqu'on est en montagne, ben, on n'est pas contaminé par l'homme. Donc on est vraiment proche de quelque chose de... L'homme ou la femme? L'homme ou la femme, l'être humain, je veux dire. Voilà. C'est donc important pour vous. Ah oui, oui. Cette connexion à la nature. C'est la connexion à la nature, c'est ce qu'il y a de beau, ce qui n'a pas été pollué, ce qui n'a pas été souillé. Voilà. Et ça permet de se retrouver. Quand vous dites que vous aimez marcher de manière longue, c'est presque un exercice, c'est presque lié au sport. Et puis je crois d'ailleurs savoir que l'été vous aimez bien nager aussi. C'est important pour vous le sport? Oui, j'adore le sport, oui, j'adore ça, oui. Oui. Vous pensez que c'est important de faire du sport, d'avoir des exercices? En tout cas, pour moi, c'est bien. Je pense que c'est bien pour tout le monde. Ça fait du bien au cerveau, ça fait du bien. Ça recadre les valeurs, là on retrouve les valeurs en faisant du sport. Si vous aviez une baguette magique, que changeriez-vous? J'enlèverais la pollution de cette terre, de cette planète. Je la referais propre. Voilà, si j'avais une baguette magique. Il y a trop d'individus sur la planète. Oh, c'est terrible ça, ce que vous dites. C'est vrai. On est trop nombreux. Ça, c'est une catastrophe. C'est ça la source de la pollution. C'est l'individu. On est trop, l'être humain. Comment voulez-vous faire? On est bien obligé de manger, on est bien obligé de consommer. Justement, en parlant de manger, beaucoup de militants écologiques et tout ça nous disent qu'une des causes principales, c'est le fait de manger de la viande, parce que la production de viande crée... On consomme beaucoup d'eau, je crois, par tête de bétail. Voilà. Ouais, oui. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne vais pas me mettre à ne plus manger de viande, donc voilà. On est fait pour manger de tout, alors voilà. On mange un peu moins, mais ça ne suffit pas. Et j'insiste un petit peu à ce niveau-là. Effectivement, hein, on est omnivore, en tout cas, on peut manger de la viande. Par contre, quand on voit aujourd'hui l'industrie justement de la viande et tout ça, on voit des choses terribles. Ah oui, bien sûr, c'est horrible. La viande, les fourrures, enfin tout ce que vous voulez, là, quand on voit ce qu'on fait aux animaux, c'est une catastrophe. D'ailleurs, ça c'est bien aussi de dénoncer et de montrer quelles sont les marques qui vont massacrer pour faire des peaux de je sais pas quoi, là, des vestes en fourrure en massacrant les pauvres lapins, là où je sais pas quel... C'est dramatique. Donc c'est bien quoi, de montrer tout ça. Est-ce que ça vous parle, ou en tout cas est-ce que c'est important pour vous, que cette dimension dite d'éco-responsabilité? Oui, bien sûr, je pense que si on fait tous attention, c'est déjà bien, mais je crois savoir, je ne suis pas spécialiste de tout ça, mais je parle de ce que je ressens et de ce qui me paraît logique. Je pense que déjà on est vraiment nombreux sur la planète, c'est une réalité, c'est comme ça. Donc la pollution, elle est forcément liée au nombre d'individus. Hein. Ça on peut rien faire d'autre. Je pense qu'effectivement on peut faire nous-mêmes un effort en consommant mieux et moins polluant, oui, bien sûr. Mais je pense qu'après, il y a un tel lobbying avec des grands groupes et tout qui sont des gros pollueurs, et on ne peut pas lutter. C'est là où ça ne va pas du tout. On se moque de nous. On essaie de faire porter à l'individu le poids de tout ça. Bon, ok, qu'on fasse attention. Mais les politiques, enfin l'industrie et tout, mais eux, ils ne font pas attention, hein, on le sait. Ceci dit, c'est nous la majorité, c'est pas les politiques.
Oui, mais non, mais quand vous voyez les répartitions, la répartition des consommations et tout, le poids de la majorité, il n'est pas compétitif avec le poids d'une minorité, hein, c'est pas vrai. Hein. Donc, vous voyez ce que va consommer certaines catégories de population, ça n'a rien à voir avec la majorité des gens. Hein. Non. Pensez-vous que l'on peut s'en sortir, voire s'en sortir définitivement après avoir été victime de viol ou d'inceste? S'en sortir définitivement, d'abord personne ne se sort définitivement de quoi que ce soit. Pour s'en sortir définitivement, il n'y a pas de... il n'y a pas de grande solution, hein. C'est radical. Hein. Donc, non, on fait avec ce qu'on est et ce qu'on a. Hein. Donc, on a été victime, on a un certain parcours, et bien, ce parcours-là, on l'a en soi. Hein. On ne va pas rayer ce qui s'est passé, on ne va pas l'enlever, donc on le garde. Mais par contre, on peut faire un tel chemin qu'on peut accéder quand même à la légèreté et se trouver bien malgré tout cela. Voilà. Et c'est ça qui compte. Ce qui est important dans une vie, c'est pas l'endroit où on est arrivé, c'est d'où on vient et jusqu'où on arrive et jusqu'où on va. Donc c'est ça qui est bien. Et plus le chemin est difficile et tout, plus on peut être fier de ce qu'on a fait, ce qu'on a obtenu. Et ça c'est bien. C'est ça le bonheur. Alors on ne dira pas s'en sortir effectivement définitivement dans le sens où vous dites, mais en tout cas il y a une grande distance entre l'effondrement, encore une fois, et le fait de s'en sortir. Ah ben oui, il y a une distance qui fait que vous avez l'impression, enfin moi j'ai plus l'impression que c'était moi, quoi. C'est très loin. Et puis quelque part, je sais bien quand même que c'est mon histoire. Je le sais quand même, voilà. Mais j'en suis fière justement. Je suis fière de ce chemin que j'ai parcouru. Et comment on entreprend un tel chemin? Comment on le vit? Moi, j'ai d'abord essayé, je vous dis, pendant, je sais pas, 50 ans, de vivre avec ça et sans m'en préoccuper, en mettant de côté ce qui s'était passé. Et ça, c'était une grossière erreur. Là, vraiment, la souffrance, je l'ai gardée pendant une cinquantaine d'années. Le jour où j'ai plus été capable de vivre avec ça, j'avais le choix où je crevais, où je faisais face à ce passé. Et j'ai pris parti, enfin, j'ai eu assez de force pour faire face à tout ça. Donc j'ai fait face par une thérapie et j'ai fait face en mettant des mots à tout ce qui m'était arrivé, en écrivant. Voilà. C'était ma manière d'affronter tout ce drame, ce crime, de l'affronter. Et j'ai dit oui, voilà ce qui m'est arrivé. Voilà ce qu'on m'a fait. Et j'ai désigné les gens qui m'avaient fait ça. J'ai eu ce courage-là, sans le faire, sans dire oui, ben c'est un tel, etc. Je ne mettais pas les mots et je n'arrivais pas. Je cachais quelque part. C'est comme si vous vous dédoublez, vous cachez votre identité. Ça, c'est pas bon. Donc un jour, j'ai dit stop, j'arrête. Voilà, ma vie, c'est moi. Hein, soit j'en crève, soit je m'en sors. Je m'en suis sortie. Voilà. Est-ce que ce serait trop simpliste que de dire s'en sortir, c'est vouloir s'en sortir? C'est une question de volonté. J'ai pas eu cette sensation-là. Bon, bien sûr, je pense qu'il y a eu juste une envie de vivre terrible. Mais j'ai pas eu la sensation que je voulais à tout prix m'en sortir. J'ai juste trouvé un moyen de m'en sortir instinctivement. C'est de l'instinct. Hein. La survie, c'est l'instinct. Hein. Et, ouais. Que vous évoque, cette phrase et que pouvez-vous nous en dire? La justice est plus clémente avec le violeur qu'avec le voleur. Bon, déjà, le violeur, aujourd'hui, enfin, en tout cas, la victime du violeur est soumise à la prescription. Donc, or, bon, pour le vol aussi, il y a prescription, bien sûr. Mais pour un viol, on sait très bien qu'il peut y avoir une amnésie post-traumatique qui fait que vous n'êtes pas capable de dire les choses dans les délais accordés par la loi. Donc il y a une injustice, puisque le traumatisme est tellement grand que vous êtes amnésié ou que vous n'osez pas, ou vous ne êtes pas capable, parce que vous êtes sous la dépendance du violeur. Donc forcément, par la nature même du crime, la loi favorise le violeur. Lorsque vous avez été volé, il n'y a pas un traumatisme si grand que vous n'allez pas porter plainte. Vous portez plainte, point barre. Pour un viol, c'est pas pareil. Il y a la honte, il y a la culpabilité, il y a la dépendance, enfin, qui font que
vous ne parlez pas. Et comment on fait pour parler? Eh bien, on y arrive un jour, on dit, mais ça met 20, 30, 40 ans, 50 ans. Or la loi ne nous y autorise plus après. Que pensez-vous du mouvement Les Gilets jaunes, dont on entend beaucoup parler Oui, mais bien sûr, aujourd'hui? oui, bien sûr, les Gilets jaunes, comme beaucoup de gens, je comprends le ras-le-bol des Français. Voilà, comme beaucoup de gens, je compatis et je suis, voilà, je comprends leurs revendications. Hein. On entend dire qu'on est un pays d'assistés, que si, que là, attendez, c'est les riches qui sont assistés, hein, c'est pas les pauvres, hein, c'est pas vrai. Hein. Mais bien sûr, bien sûr. Isabelle, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Le bonheur, c'est acquérir la liberté. Le bonheur, c'est la liberté. La liberté de ne plus de se moquer du regard des autres. C'est être complètement indépendant de ça. C'est être libéré totalement des autres, du regard des autres. C'est s'aimer soi-même. C'est le bonheur. Que pensez-vous de cette phrase? Il y a parfois une justice à deux vitesses. Je ne sais pas trop. Qu'est-ce que c'est que la vitesse dans la justice? En gros, on dit il y a la justice, enfin à deux vitesses, ou ce qu'on entend communément, c'est il y a la justice pour le pauvre, il y a la justice pour celui qui est loin, ou voilà. Ouais, je sais. Non, mais je sais pas. Il y a des lois, il y a la justice. La justice. Comment elle s'applique en tout cas? Oui, mais non, mais la justice, il y a les lois aussi. Il faut voir les lois. C'est peut-être les lois qu'il faudrait changer, parce que la justice, c'est les hommes qui appliquent des lois et les lois sont faites pour être contournées. Alors, ouf, on peut les appliquer comme on veut. C'est là où c'est le flou artistique. Voilà. C'est la loi qui ne va pas. Moi, j'ai écrit un livre. Bon, bien sûr, j'ai pas le droit de le faire. Je dénonce un crime, je donne les noms, je marque tout ça. Et donc on porte plainte contre moi. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe devant la loi? Eh ben, le crime que je dénonce, eh ben, personne n'en parle, même s'il y a des phrases où on le voit, le crime. Ben, personne n'en parle puisqu'il est prescrit. Voilà, ça c'est pas la justice qui ne va pas, c'est la loi qui est étrange. Voilà. Qui fait que c'est la victime qui est condamnée. Voilà. C'est quand même incroyable, mais c'est comme ça. C'est absurde, c'est la loi, c'est normal, c'est la loi. Il y a la loi, voilà. Je savais, en écrivant, je savais que j'étais hors la loi et que je savais que je pouvais être condamnée. Il n'aurait pas fallu que je cite les noms de un tel, voilà. Or, comme je voulais être transparente, j'ai raconté les choses telles qu'elles étaient. Et c'est pour ça que le juge l'a dit qu'il fallait prendre de la distance. Donc après, j'ai continué à écrire, mais en mettant d'autres noms. Ça m'est égal, puisque ce livre est resté. Le juge vous a dit il faut prendre de la distance. Ben oui, non, mais c'est normal, il a écrit ça. Il n'y a pas beaucoup de distance dans ce livre, c'est vrai. Mais quelle distance on peut avoir par rapport à un crime dont on a été victime? Non, mais c'est comme ça, quoi. Non, mais... je vous dis que votre maman, elle n'a pas été gentille, ben, il n'y a pas de distance, voilà. C'est tout. Après, moi, j'ai été d'autres fois prise j'ai eu une expérience avec la justice pour mon petit. J'ai failli être inculpée pour faux usage de faux, intention de vol, parce que j'ai pas donné je voulais pas donner mon bébé à son père. Alors je parle aujourd'hui de ça parce qu'il y a beaucoup de discussions justement sur la garde alternée. Heureusement pour moi que c'était pas une garde alternée parce que je sais pas de quoi j'aurais été capable. Mais voilà, donc comment donner un bébé, un nouveau-né comme ça? Et c'est pas possible. Il faut quand même que la justice elle regarde un peu ce qui se passe avant de dire maintenant ils sont en train de dire garde alternée pour tout le monde. Mais attendez, il y a des cas où on peut pas
accepter la garde alternée, hein, c'est pas possible. Et parfois, une maman devient une lionne, quoi. Donc, voilà, c'est forcément. Oui, forcément. Pouvez-vous nous parler succinctement de vos romans, ou en tout cas nous en donner vite fait une présentation, un fil conducteur, et les citer d'ailleurs, hein, Alors mon premier livre, c'est La poupée d'Archimède, donc un livre totalement autobiographique, où j'ai eu besoin de raconter ma vie, voilà, avec ce que j'avais subi dans mon enfance. Le deuxième livre, donc à partir du deuxième, j'ai mis en scène une héroïne. Donc j'ai pris un peu de distance par rapport à ma vie, mais disons qu'elle est quand même bien collée, bien inspirée de ce que j'ai vécu. Donc c'est le deuxième livre, c'est L'Égide du papillon. Je délivre dans ce livre des messages sur la thérapie et j'explique en fait les conséquences de l'inceste sur la vie d'une jeune femme. Donc c'est la sortie du déni de l'inceste, le deuxième livre. Dans le troisième, donc c'était L'Égide du papillon. Le troisième, L'eau et le feu, donc c'est pour donner de l'espoir. Donc c'est un roman d'amour. Donc mon héroïne Annabelle va être capable de vivre une histoire d'amour heureuse. Voilà. Et donc le quatrième, c'est Accorde-moi son pardon. Donc j'ai pris encore plus de distance avec la victime et mon passé, puisque la victime n'existe plus, mais je montre le problème transgénérationnel de l'inceste, enfin de l'inceste et d'autres crimes. Donc c'est un règlement entre la grand-mère et la petite fille. Donc j'ai sauté la génération intermédiaire. Accorde-moi son pardon. Est-ce qu'on peut accorder le pardon pour quelqu'un d'autre? Voilà. Et là, vous avez repris la plume? Oui. Alors là, j'ai démarré un cinquième roman, donc voilà, j'ai une petite idée du titre, mais bon, c'est vraiment trop tôt pour en parler parce que je démarre à peine. J'ai une idée de ce que j'espère écrire, et donc ça n'a plus rien à voir avec l'inceste. Disons que ça serait peut-être que ce que j'aurais rêvé de vivre si j'avais pas subi ça, peut-être. Voilà. Enfin, on n'en dira pas trop. Non, parce que ça peut changer dans un mois ou deux, donc voilà. Voilà. Parce que ça, c'est lié justement à l'inspiration. On ne peut pas prédire l'inspiration. Non, mais parce que là, je suis partie sur une idée. Bon, en plus, voilà, disons que c'est vers la lumière, c'est quelque chose de plus cosmique. Hein. Ouais. Mais c'est de l'ordre de l'inspiration quand on est romancière, écrivain, non, mais des fois, je me mets à artiste. écrire et puis après, les personnages, ils vous renvoient à autre chose. Donc on peut pas dire dès le départ que moi j'essaie de faire un synopsis avant de commencer, mais je sais très bien qu'en cours d'écriture je peux très bien changer. Voilà. Donc l'acte d'écrire, c'est un acte vivant. Ah ben bien sûr, il y a un échange avec les personnages. Je peins un personnage, je le mets en place et tout, et puis quand il devient vivant, parce qu'il devient vivant, eh ben, c'est lui qui va m'imposer quelque chose. Hein. De temps en temps, c'est lui qui ça va plus du tout. Voilà. Je sais que vous êtes très active sur les réseaux sociaux. Aussi, je voudrais vous demander si effectivement il est important aujourd'hui, selon vous, d'y être en tant qu'artiste, en tant que romancière, d'être présente sur les réseaux sociaux et sur le web en général. D'une manière générale, échanger, vous créez, vous écrivez ou vous peignez, enfin tout ce que vous faites et tout, c'est que, enfin, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas moi c'est pour effectivement pour échanger avec les autres. Donc les réseaux sociaux, les médias, c'est important pour dialoguer, pour être connu, pour avoir un échange. Quels sont les 3 mots ou expressions que vous n'aimez pas du tout? Les 3 mots ou expressions que vous n'aimez pas du tout. Mon Dieu, je sais pas. Je sais pas. 3 mots que vous n'aimez pas entendre, utiliser. Allez, heure. Oh. Non, mais j'aime pas les trucs, les mots sexuels ou machin ou quoi, alors j'aime pas ça du tout. Voilà, c'est sûr. Sexuel dans le sens vulgaire, vous voulez dire? Non, mais oui, enfin tous les trucs un peu, voilà, j'aime pas tendancieux. tout ça. Voilà, oui, j'aime pas ça du tout. Moi.
pornographique, machin, tout ce que vous voulez, Berk. À l'inverse, les 3 mots ou expressions que vous aimez. Bah, je sais pas, l'amour, les valeurs. Amour, valeur. Oui. Montagne. Avant-dernière question, Isabelle. Où peut-on vous retrouver justement sur le web? Alors j'ai un site. Enfin, je suis sur Instagram, je suis sur Twitter, je suis sur LinkedIn, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et puis j'ai un site. Et comment on vous trouve? www.isabellesaisonnal.com. isabellesaisonnal.com. Voilà. Et vous dites aussi sur Twitter, et Instagram et Facebook. LinkedIn. Ouais. Alors, dernière question. Si vous aviez un conseil à donner aux jeunes, aux générations futures, un peu comme une bouteille à la mer, quel serait-il? Vivez votre vie. Oui. Les gens ne vivent pas leur vie. Ils en vivent une autre. Celle qu'on leur a imposée. Ou... Voilà. C'est important. Ah ben c'est ça, il faut vivre sa vie. C'est la seule chose qui compte. Vivre sa vie. Oui. Merci Isabelle. Merci.